Bonjour et bienvenue à cette 30e édition de la Fragrance Foundation Awards. Vous avez reconnu l'adresse? Avenue Kléber. Je vous donne un numéro, le 46. C'est bien sûr l'adresse mythique de la célèbre maison de parfum Givaudan qui nous fait l'amitié de nous recevoir. Alors, des coulisses, de l'émotion et puis surtout des lauréats, on y va? Alors bien sûr, nous sommes ici dans l'un des temples de la création et du savoir-faire du parfum. Paris est bien la deuxième capitale avec Grasse. Cette cérémonie de la Fragrance Foundation Award, c'est vraiment l'occasion de célébrer ceux qui donnent vie au parfum. Pas moins de 187 marques ont candidaté et seulement 16 lauréats, 16 finalistes pourront dire « J'ai un Fragrance Foundation Award ». Anne-Sophie Touchet, bienvenue chez vous. Certains vont découvrir votre visage. Vous êtes la nouvelle directrice déléguée de la Fragrance Foundation France. Magnifique lieu, bravo. Pour un vrai écrin pour cette cérémonie digitale. C'est la 3e édition en version digitale. Hein. Oui, fort du succès que nous avons auprès du grand public, nous avons décidé de réitérer ce format cette année. Du point de vue des votes, des prix, la méthodologie n'a pas changé? Le processus de vote est clairement validé et scrupuleusement suivi par tous les membres du jury. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les membres du jury qui ont participé cette année. Ils sont très nombreux. Merci pour leur disponibilité. Je sais que c'est pas évident de trouver à chaque fois un créneau dans ces agendas bien remplis, donc je les remercie. Particulièrement, je tenais à remercier Isabelle Ferrand de chez 5e Sens qui nous a permis aussi d'organiser les prix des parfums de niche cette année. Beaucoup de bonnes fées qui se penchent, hein. À commencer par ici, cet écrin. Oui, absolument. Nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Nous sommes accueillis par la maison de création Givaudan, que je tiens personnellement à remercier pour leur accueil très chaleureux. Alors on y va, on va lancer cette cérémonie de remise de prix. À vous l'honneur, face caméra, allez-y. Je déclare cette édition des Fragrance Foundation Awards ouverte. J'ai commencé, je dois avoir 15-16 ans. On a commencé par les parfums classiques. À l'époque, c'était Azzaro qui était très à la mode, c'était Kouros, voilà. Jazz aussi, et Jazz Yves Saint Laurent, bien évidemment. Dès qu'on m'en a offert, donc tôt, je me rappelle, c'était du Lacoste, le premier. Et ça devait être vers, je sais pas, 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Très jeune, peut-être à 10 ans ou 12 ans. Dès toute petite, je crois que ma maman m'en mettait déjà. 14-15 ans. Ouais, 14-15 ans. Avec quel type de parfum à l'époque? C'était quoi comme parfum? Issey Miyake. I was quite young, I was about 10 or 12. And it was the DKNY apple one. Do you know the one that's kind of shaped like an apple? I thought it was so cool. Je dirais au collège, ouais, j'ai démarré au collège, ouais. À peu près en même temps. Je sais pas, je pense que je devais être au lycée. Ouais, moi aussi, on va dire 16 ans à peu près, Ouais. 16-17. 18-19 ans où j'étais assez constante du choix des parfums que je pouvais émettre. Alors j'aime me parfumer parce que ça complète un peu mon identité, ça fait partie de ma personnalité et je considère que ça complète ma tenue. Ouais, une seconde peau et puis partager une belle odeur avec ceux qui m'entourent. Moi, j'aime me parfumer, mais je fais attention à l'alcool qu'il y a dans les parfums parce que je sais que ça abîme pas mal les vêtements. On aime bien sentir bon. Ouais, je me sens pas. C'est ça. Pas comme d'habitude. Voilà, c'est comme si on sortait, on n'était pas coiffé ou pas maquillé. Mon premier parfum. Ah, mon premier parfum, ouais. C'est de Armani, c'est Giorgio Armani. Ouais, Ok. moi, c'est celui-là. Alors moi, de mes souvenirs, mon premier parfum, c'était le Kenzo Flower by Kenzo. Ouais. Après les petites eaux de toilette Yves Rocher, c'était sûrement Nina Ricci, la pomme, je me souviens plus du nom, Nina de Nina Ricci je crois. Je crois que c'était un parfum de supermarché, pas forcément de la marque, mais je sais plus lequel exactement. Ça a été Habit Rouge de Guerlain. Mon premier parfum était le J'adore de Dior. Moi, mon premier parfum, c'était le Miss Dior Chérie. Ouais, tu sais, la petite bouteille là, ouais, c'était celui-là. 30 ans, et oui, 2022, c'est l'anniversaire de la Fragrance Foundation. Je suis avec le président de la Fragrance Foundation, Philippe Huguetto. Bienvenue. Bonsoir Laurence. Superbe set, vous êtes chez vous finalement, en quelque sorte, pour aujourd'hui, chez Givaudan, mais chez vous aussi. 30 ans, ça peut se résumer comment, Philippe? Tout d'abord, la Fragrance Foundation a su évoluer avec son temps. Nous avons su créer une notion de corps pour l'industrie de la parfumerie. Je ne parle pas de corporatisme, mais plutôt de fierté d'appartenance à une belle et grande famille.
La Fragrance Foundation, durant 30 ans, a aussi été une créatrice de liens par des dialogues, par des rencontres, via une veille constante du marché et des métiers qui nous accompagnent dans notre développement. Comment vous voyez aussi les awards évoluer? La dynamique des awards de la Fragrance, lancée 1 an après sa création, dure depuis 29 ans. Et c'est un moment fort et très attendu de l'industrie. On l'a senti là, ils sont tous contents de venir, contents de recevoir des prix. L'avenir même de la Fragrance Foundation, alors, quel sera-t-il? Il sera, grâce à une plus grande ouverture vers le public, que nous accompagnons grâce à notre virage digital, qui est assez réussi. Nous avons pu cultiver nos réseaux sociaux, nous avons lancé des Fragrance Talks, une newsletter et plus récemment des podcasts qui sont une nouvelle source d'énergie pour notre association. Lancé le jour de la Journée mondiale du parfum, c'était le 22 mars. Et c'est vrai qu'on apprend énormément de choses de tous ces professionnels, ces talents, et pas seulement les parfumeurs, hein, c'est vraiment tout l'écosystème qui s'est livré dans ces podcasts. Donc bon anniversaire, bravo pour vos 30 ans, si j'ose dire. Écoutez, bon anniversaire à la Fragrance Foundation. Je vous remercie et je salue, pour terminer, l'ensemble des marques, des maisons, des partenaires, des administrateurs de la Fragrance Foundation qui nous accompagnent tout au long de l'année et qui sont prêts pour de nouveaux challenges. Quel avenir pour les missions que s'est donnée la Fragrance Foundation? On va en parler avec la directrice déléguée Anne-Sophie Touchet. Comment vous voyez évoluer les choses pour la Fragrance Foundation? Tout d'abord, du côté de ses adhérents et également des acteurs de la filière parfum, je dirais que la Fragrance Foundation France se doit de confronter les points de vue. Elle doit susciter le dialogue, les échanges, tout ça dans le but de trouver un alignement sur les enjeux communs en fait, de différents acteurs de la filière parfum. Pour moi, ça c'est le premier point. Ensuite, j'ai envie de parler du grand public puisqu'on est de plus en plus proche aussi du public, de nos consommateurs. Et la Fragrance Foundation se doit de continuer à éduquer et à faire apprécier la valeur du parfum. Comment? Nous l'avons vu depuis 2 ans, c'est vrai que ce virage digital qu'a pris la Fragrance Foundation est un très bel exemple aussi. Ça nous a permis aussi de nous rapprocher de ce public à travers nos différents leviers de communication, que ce soit sur notre newsletter, sur nos réseaux sociaux ou à travers les podcasts dont Philippe a parlé tout à l'heure, qui a été un véritable succès, qui a suscité également des votations. Je rappelle qu'un auditeur sur 2 avait moins de 25 ans. C'est ça aussi le rôle de la Fragrance Foundation France. Défendre ses valeurs, défendre même tout un secteur dont parfois on parle assez peu finalement en matière économique. Exactement, et c'est là où la Fragrance Foundation a son rôle à jouer. La Fragrance Foundation France doit devenir, j'ai envie de dire, la plateforme incontournable en fait des échanges, des débats, des discussions, des alignements collectifs justement par rapport aux enjeux dont fait face aujourd'hui le parfum. Eh bien voilà, un homme et une femme déterminés pour l'avenir de cette Fragrance Foundation. Merci beaucoup. Merci à vous, Laure. Sans plus attendre, on la commence cette cérémonie. Allez, on y va, remise de prix. Et c'est déjà la 3e édition pour un parfum lié à l'innovation responsable. Élise Gignoux, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes bien sûr membre du comité exécutif de l'Assureur Generali, qui est partenaire de ce prix depuis 3 ans. Vous dirigez la communication, les affaires publiques et le RSE, la responsabilité sociétale et environnementale. C'est ô combien votre affaire. Alors dites-nous tout, ce jury, combien de personnes, comment ça se passe? Bonjour, oui, alors Generali préside ce jury, mais au total, nous sommes 7 personnes, 7 experts de la durabilité venus d'horizons très diverses et on regarde de très près les parfums, les jus, le contenant, le contenu, selon tous les critères ESG, l'analyse de cycle de vie, le sourcing des matières premières, le packaging, la logistique. C'est extrêmement important de regarder chacun de ces critères. 3e édition, votre petit ressenti? Un ressenti extrêmement positif. Pourquoi? Parce que depuis 3 ans, on a reçu beaucoup plus de candidatures, des candidats de plus en plus expérimentés qui travaillent de plus en plus leur copie
Et puis surtout, ce qui est très intéressant d'observer, c'est qu'on a des toutes petites entreprises, des petits entrepreneurs indépendants qui se lancent tout juste, mais aussi de très belles et très grandes maisons historiques. Et donc c'est très bien d'avoir tout ce panel. On voit là vraiment que le secteur, la profession bouge énormément. Des candidats, mais aussi surtout un lauréat. Alors, on regarde ? Un prix pour Rivière, donc, lancé par une maison de joaillerie Cartier. Amusante allusion, formidable titre, formidable nom. Merci beaucoup d'être là, Léa Vignal-Kennedy. Vous êtes la directrice générale des parfums Cartier. Contente? Absolument ravie, très fière aussi d'avoir ce prix qui est une magnifique reconnaissance pour toutes les équipes qui ont travaillé si ardument pendant toute la période de la crise sanitaire. C'était pendant la pandémie? Absolument. Avec la distance et tout ça? Oui. Pour obtenir un travail du jus, du flacon, de l'emballage, alors dans quel ordre? Alors, en fait, ça commence avec une démarche créative et la volonté de revisiter l'eau 20 ans après, évidemment, différemment. L'eau ne revêt pas le même sens, c'est précieux, qui plus est chez nous. Et on a eu envie de cadrer vraiment le travail des créatifs, du studio de création chez Cartier, avec un brief demandant moitié moins de verre, de réduisant énormément la part de plastique, des flacons complètement réutilisables, remplissables, recyclables. Voilà, le travail sur la formule, bon, beaucoup connaissent le travail de Mathilde Laurent, mais toujours un travail autour d'une alliance entre la synthèse et le naturel, une recherche d'équilibre, voilà. Et voilà, vous avez prouvé, et c'est en train d'être de plus en plus salué, que le luxe peut aussi prendre le choc, tenir le choc du bain de contraintes que cela implique. Oui, merci de le souligner. Le défi, c'était vraiment de montrer qu'on peut faire peut-être même plus beau que ce qu'on avait l'habitude de faire, en changeant complètement la façon de développer, de créer. Et on est absolument fiers de cette collection. C'est vraiment tout le mix, comme on dit, qui a plu au jury? Oui, ce qui nous a beaucoup séduit dans l'approche de Cartier, c'est qu'une si belle maison, si prestigieuse maison, s'empare de ce sujet ESG dans l'ensemble des critères, mais aussi sans révéler de secrets, et une approche extrêmement ambitieuse sur le long terme, sur plusieurs années, avec vraiment toutes les gammes qui vont être revues, tous les best-sellers qui vont être revus, pour les retravailler avec ces critères ESG. Donc c'est extrêmement ambitieux et c'est très très positif qu'une maison comme celle-ci se lance dans ce sujet-là. Plus qu'un prix, donc c'est aussi une démarche pérenne. Absolument, dans un peu moins de 2 ans, l'ensemble de nos lignes seront totalement éco-conçues. Un bon entendeur. Bravo à vous deux. Merci beaucoup d'être venus, Élise et Léa. Merci. Merci à vous. On va continuer en profitant du fait que nous sommes ici au cœur de l'une des plus belles maisons de parfum. Vous l'avez compris, c'est la maison Givaudan qui nous accueille pour ces awards. Alors on va aller voir ce qui se passe en coulisses. Si je vous parle de Nadège, de Shyamala, de Nadia, vous les connaissez certainement, mais savez-vous exactement comment elles travaillent ensemble? Regardez. Ah, Nadège. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre un petit peu de temps pour parler on dit toujours de ce fabuleux métier. Alors c'est vrai, l'image qu'on a, nous néophytes, du nez, du parfumeur, c'est souvent celui qui respire, voilà, une touche, et puis qui pense à des images. Mais là, on découvre qu'il y a tout ce matériel, ce matériau, cette chimie possible. Les premières idées, elles viennent commencer autant de petites... Alors les premières idées, fioles, elles viennent quand on reçoit déjà un brief, donc un projet. Voilà, ça c'est une manière de stimuler la créativité. Elles peuvent aussi arriver comme ça un jour au détour d'une promenade, d'une rencontre. Donc voilà, j'imagine comme pas mal d'amis parfumeurs, on a toujours nos petits carnets pour noter quand l'idée, enfin maintenant c'est les téléphones évidemment. Alors Nadège, on a compris, il y a les matières premières, toutes ces notes potentielles, et puis il y a l'ordinateur. L'ordinateur, alors il intervient, vous voyez, là c'est pas justement, on est sur une page blanche, et au fur et à mesure que mes idées vont se préciser, les ingrédients vont s'imposer d'eux-mêmes. Je vais les chercher dans mon outil, les faire venir sur la feuille de formule, et à côté, je vais leur adresser du coup une quantité. Parce qu'à chaque ingrédient, il y a une quantité particulière. Ça s'appelle un dosage d'ingrédients. Et donc, c'est un assemblage, comme une recette de grand chef, voilà, avec la liste des ingrédients et les proportions. Donc, il y a l'écriture de ces formules dans l'ordinateur, et puis ensuite, elles partent. Et elles partent chez... Mon assistante.
Voilà. Là aussi, il y a les yeux qui pétillent. Ah oui, parce que c'est Nadia, c'est la personne la plus importante dans mon quotidien. Alors la langue française est assez traître parfois parce que assistant, alors que c'est beaucoup plus, c'est un partenaire. C'est partenaire, c'est vraiment c'est partenaire, c'est ami, parce que voilà, c'est beaucoup d'investissement de sa part, de soutien, d'échange. Ouais, c'est vraiment une belle rencontre. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir ce que cette formule devient chez votre assistante. Nadia, bonjour. Je vous dérange quelques secondes pour comprendre aussi l'univers de l'assistante du parfumeur. La formule est arrivée. Oui. Tout est indiqué. Exactement. Donc ça se répartit entre vous et celui qui est derrière moi. Exactement. Yoda, notre robot Yoda. Yoda, il fait quoi? Il nous pèse tout ce qui est liquide. Toutes les matières premières, une bonne partie de la formule, tout ce qui est liquide. Et moi, je vais compléter tout ce qui est les poudres, les matières premières assez fragiles. Là, c'est un geste à connaître. Oui, un très beau geste, très délicat. Je vais vous montrer un exemple. Ah bah ouais. Hop. Bon, donc c'est un prélèvement de matière première et ensuite Exactement. il faut vous utiliser quoi? Une touche. Une touche que nous on utilise d'une autre façon du coup. Hop, que je plie. On est de l'ordre du gramme là. Exactement. Donc tout en le faisant, dites-moi, être assistante du parfumeur, c'est être son nez, être ses yeux. Oui, son nez, ses yeux, ses petites mains. Fiabilité, précision, confiance. Confiance. Voilà. C'est les 3 mots-clés pour qu'un binôme... Bon, bah, il reste encore 5 grammes. 5 grammes, hein. Merci. Merci à vous. Et me revoilà, je m'immisce dans cet échange puisqu'on a décidé en 3e opus de mettre en valeur la notion de co-création. C'est on se regarde, on s'invite et on avance ensemble. On avance ensemble. Sur le même chemin, enfin le même objectif, quoi, qui est de trouver l'histoire. Le chemin peut être différent. Enfin, en fait, c'est vrai qu'on reste chacun avec nos chemins, mais je pense que l'objectif... et l'objectif, c'est qu'on a en collectif, c'est d'arriver au meilleur parfum. Moi, je trouve toujours que quand on fait un parfum, on met beaucoup d'émotions dans nos joues et quand il y a déjà un respect, pour pas dire le mot, c'est pas trop fort, mais amour entre collègues et une joie de travailler, je pense que ça rentre aussi dans le jus. Ça infuse. Exactement. Il y a une part d'indicible, c'est ce petit truc qui vous lie, et puis il y a toute cette réalité quand même technologique, technique, qui ouvre un champ des possibles en termes de matières premières, en termes de manière de travailler, autres data, données, technologies. Et de plus en plus, tout ça se mélange. Mais c'est ce qui nous fait... moi, c'est ce qui me fait me lever tous les matins, de ne pas savoir ce qui va arriver. C'est quand même merveilleux. Formidable, non, cette complicité entre ces 3 femmes. Merci encore à elles. Et petit clin d'œil et grand merci à Sophie Cauchy pour la maison Givaudan de nous avoir permis d'aller il y a quelques jours dans les coulisses. Alors maintenant, on va s'intéresser aux prix délivrés par les professionnels. D'où cette question, mais qui sont ces professionnels? Alors ces professionnels sont issus des maisons adhérentes de la Fragrance Foundation France, qu'il s'agisse de marques, de maisons de composition ou encore de différents fournisseurs ou encore des médias. C'est au total 377 votants qui ont jugé en fait du meilleur parfum, du meilleur flacon ou encore de la meilleure déclinaison, qu'elle soit masculine ou féminine, sur des parfums qui ont été lancés en 2021 sur le marché français selon le panel NPD. Et ensuite, ces votes ont bien sûr été vérifiés auprès d'un audit pour valider ce classement. Tout est transparent, tout est très sérieux. On commence par le prix des professionnels pour la parfumerie sélective. On va voir ce qu'il en est.
Et pour saluer ce prix, on n'oublie pas de sortir son smartphone pour photographier le flacon, pas seulement, pour le faire agir du côté non pas du micro, mais de l'autre côté. Ce flacon est connecté, n'est-ce pas, Romain Sotovia? Merci beaucoup d'être là. Vous êtes le General Marketing Directeur, non, oui, c'est bon, pour la maison Paco Rabanne. Je l'ai dit en entier. Juliette Karagezoglou, merci beaucoup d'être là. Je sais que vous êtes parfumeur senior chez IFF, je ne te vois pas, mais c'est formidable. Vous avez évidemment présidé à la décennie du jus avec 3 comparses, on va en parler, mais déjà, à qui vous pensez en recevant ce prix, Romain? Alors tout d'abord, merci pour ce prix qui récompense le meilleur flacon masculin, on en est très fiers. Et je pense évidemment à toutes les équipes de Paco Rabanne et Puig, les équipes créatives et techniques qui ont travaillé de concert pendant plusieurs années sur ce projet. Alors l'idée de la puce, elle est arrivée comment ? Alors pour nous, c'était à la fois une innovation, une prouesse créative et technique. Créative parce qu'un peu plus de 10 ans après le lancement de 1 Million, on a souhaité chez Paco Rabanne surprendre à nouveau, créer la surprise auprès de nos consommateurs et pousser assez loin la créativité et l'innovation dans le domaine de la parfumerie masculine avec un flacon complètement disruptif, un design rétro-futuriste en métal chromé et comme vous l'avez dit, connecté. Donc c'est aussi la prouesse technologique puisque c'est le premier flacon connecté de notre industrie. Pourquoi connecté? Parce qu'on y a inséré, comme vous l'avez dit, une puce NFC dans le capot du flacon qui fait qu'en approchant son smartphone, on accède à ce qu'on appelle la galaxie fantôme, qui est toute une plateforme de contenu spécialement développée pour ce projet. On y trouve des filtres personnalisés, des playlists, on y trouve des jeux interactifs en réalité augmentée. Donc c'est une nouveauté dans notre univers et ça a beaucoup séduit notamment une nouvelle génération de consommateurs. Avant d'embarquer dans la galaxie, vous n'étiez pas au courant, vous les 4 mousquetaires intergalactiques du jus, Juliette. Effectivement, on avait comme brief de pousser les limites de la créativité et de l'innovation en pensant quel serait le futur de la marque Paco Rabanne. Donc effectivement, un équipage intergalactique avec Lok Dong, Anne Flippo et Dominique Ropion. Et l'intelligence artificielle, qui est un outil IFF aussi, qui nous permet d'aller imaginer en fait avec presque un cerveau une dimension supplémentaire, quelqu'un en plus presque dans l'équipe qui nous permet de proposer des nouvelles suggestions d'ingrédients et aussi de pousser les curseurs de confiance en soi, se sentir bien, l'énergie, etc. sur le parfum. Voilà, du feel good au sens large, un écosystème de musique de filtre et puis le jus qui agit et ça fonctionne sur la jeune génération. Absolument. Bravo donc à ce petit fantôme qui est décidément très mignon. Hein. On a vraiment envie de l'avoir sur l'épaule pour me susurrer qu'il faut qu'on continue, merci Robot, et qu'on découvre qui sera le meilleur flacon féminin. Les professionnels ont voté, décidé, on regarde. Vrai clin d'œil que ce vote à un flacon qu'on pourrait dire impossible, magnifique, mais tellement parfois impossible, presque à mettre debout pour nous, Yael Tuile. Merci beaucoup d'être là. Merci. Vous êtes bien sûr la vice-présidente fragrance pour la maison Shiseido, le portefeuille Monde, enfin tout ça, ça vous concerne. Et puis voilà qu'arrive cet award de la Fragrance Foundation pour ce flacon Loop, pour encore mieux regarder la nature. Ça vous contente d'autant plus, j'imagine, Yael. Oui, parce que d'une manière générale, chez Issey Miyake, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais au-delà de la prouesse technique, ce qui a été compliqué, c'est la prouesse de collaboration, parce qu'on a développé ça en plein Covid. Todd Bradshaw, le designer, est à New York, nous sommes à Paris, et le Miyake Design Studio est à Tokyo. Donc, je vous laisse imaginer l'amplitude de fuseau horaire et la facilité pour organiser tout ça. Parfois très tôt, parfois trop tard. Mais voilà, au final, on a réussi à traduire, je pense, le plus fidèlement possible le propos de Miyake et surtout son hommage à la nature. Hommage à la nature au travers d'une goutte qui déforme, hein, puisqu'il y a un petit artifice qui nous permet de regarder les fleurs, ici, la nature, comme une loupe. C'est ça, exactement. Vous avez tout compris, Laurence, c'est exactement ça. C'est une loupe qui nous permet d'observer la nature, ses merveilles, puisque c'est aussi la devise de la maison Issey Miyake. Il pense que la nature est le meilleur des parfumeurs et il cherche à nous inviter à la regarder de près, mais c'est aussi un parallèle avec cette goutte de parfum qui est sur la peau et qui révèle toute sa sensualité.
Voilà, la goutte Exactement. qui perle et qui vient embellir les salles de bain de gens de plus en plus jeunes, je me suis laissé dire. Absolument, vous êtes très bien dit, de plus en plus jeunes, aussi bien en mode et aussi bien en fragrance. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel les deux maisons, entre guillemets, se retrouvent. Et c'est très intéressant pour nous de voir ça. Eudrop, dans sa rondeur et dans sa forme géométrique, est à l'opposé de l'Odyssée, qui était extrêmement architecturale et dont nous fêtons les 30 ans cette année. Et pour autant, voilà, il y a cette immédiateté discours, cette authenticité dans ces hommages et dans ce qu'on essaye de transmettre comme message qui séduit une cible plus jeune, et ça ravit Monsieur Miyake. Merci beaucoup Yael de nous avoir délivré une goutte d'informations concernant ce prix. Nous, on continue pour découvrir quel est le prix décerné à la meilleure déclinaison pour un parfum masculin. Et on plonge dans ce prix qui décerne donc, selon les professionnels, le fait que c'est vraiment une très belle déclinaison d'un masculin que voilà. Merci beaucoup Timothée Delacroix d'être avec nous. Vous présidez au destiné marketing communication de Kenzo Parfum. Quentin Bich, merci beaucoup d'être là, d'avoir descendu quelques étages de votre bureau ici chez Givaudan pour nous parler de cette déclinaison. Alors si j'ai bien relu mes notes, on est en 1991 et c'est là que, du point de vue du Kenzo style, on parle d'aquatique et d'eau au départ. Comment est-ce que, selon vous, quelques années après, il faut que ce soit décliné et exprimé ? C'était l'un des premiers parfums, ou le premier parfum iconique masculin créé autour de la calone, qui est cette molécule qui sent l'iode, cet air marin. Et c'était un grand game changer. C'est un parfum qui a lancé toute une file et qui est en tout cas une icône. Et le défi était de réinventer cette histoire, garder les mêmes codes, cette grande fraîcheur que Christian Mathieu avait créé à l'époque pour Kenzo, et tout en réinventant l'histoire, en proposant quelque chose de nouveau. Et donc ça a été tout le défi. Et alors vous avez, j'ose, plongé sur quoi? Alors on a plongé, l'idée toute simple était de partir sur quelque chose, une impression très forte, et je suis parti sur un souvenir de vacances lointaines, une sortie d'océan, et vous vous allongez sur le sable chaud, et c'est le moment où la peau encore mouillée passe de l'état de cette fraîcheur océanique à cette peau chauffée au soleil. C'est ce point de transition entre la fraîcheur et cette peau chauffée au soleil. Bon, ça y est, je vais m'en aller, là, je suis partie. Timothée, pour proposer tout ça, il y a une vraie démarche d'éco-responsabilité, et on sait que dans les codes du luxe, ça se marie parfois de manière encore assez compliquée. Tout à fait. Ouais, ça a été un vrai défi de faire ce parfum, cette réinterprétation. Alors c'est assez simple, hein, c'est vraiment un bambou. À l'époque, moi j'avais eu la chance de rencontrer Kenzo Takada, et qui m'avait raconté que ce biseau était venu d'une volonté de mettre un coup de katana, c'est les sabres japonais. Et on a voulu réinterpréter ce bambou avec une vraie conscience écologique, à la fois sur le verre, où on a fait un flacon assez léger, dans lequel d'ailleurs on peut mettre du coup plus du super jus de Quentin. Et on a fait aussi un capot qui a été largement allégé en plastique, avec beaucoup de plastique recyclé. Et ça a été une vraie aventure parce que finalement, on ne maîtrisait pas vraiment les choses. Ça a été compliqué, mais on était ravis du résultat. Et ça veut dire que ça va continuer ? On a appris. Donc maintenant qu'on a appris, on peut avancer, on va plus vite. On a appris avec les partenaires avec qui on fabrique ça. Tout est fait en France, et du coup, l'information passe vite. Et c'est maintenant, je crois, hein, j'espère en tout cas, un standard des futurs parfums, plus légers, qui consomment moins de matière, et je crois toujours aussi joli. Joli et beau, et sûrement absolument charmant, ou capteur de jeunes générations, de jeunes hommes fascinés par le bleu. Alors, je suis dans une dominante de bleu, vous avez regardé, les yeux bleus, les chemises bleues, le flacon bleu. Je pleure. On continue les prix? Allez, on continue. Merci encore à vous et bravo. Merci beaucoup. Merci. Et voilà ce prix pour une troisième déclinaison. Et oui, parce que c'est la troisième pour cette aventure qui a l'air d'aller assez loin. Christine Nagel pour la Maison Hermès, merci beaucoup d'être là. Le parfumeur, j'aime bien quand on dit toujours ça au masculin ou avec un E à la fin. Corinne Pérez, merci à vous d'accompagner Christine. Vous êtes bien sûr la directrice de communication de la Maison Hermès. On va parler un petit peu de cette aventure qui est là à saluer. La troisième dans la fratrie. Vous me disiez en préparant ça que c'est la plus rigolote ?
C'est souvent celle qui se sent le plus libre. C'est la plus espiègle, c'est celle qui a tous les droits, parce qu'effectivement, on a peut-être un peu brimé la première et la deuxième, mais la troisième, elle peut tout faire. Et il se trouve qu'elle m'a inspirée encore, puisque j'ai eu envie de dire encore d'autres choses avec le gingembre, une matière première espiègle elle aussi. Corinne, l'aventure de Twilly est en train là de petit à petit prendre de plus en plus de marques. Hein. Chaque opus finalement rassemble de plus en plus des jeunes filles et pas uniquement. Absolument, c'est une aventure créative qui nous amènera aussi loin que ces jeunes filles de la maison nous conduiront. Alors ces jeunes filles, elles arrivent à entraîner aussi leur maman parfois. On ne le sait pas d'une façon scientifique, mais d'une façon très intuitive, simplement en écoutant et en sentant autour de nous. Alors de manière très élégante, vous saluez là ce qui fait la signature d'une grande maison. Là, la data, bon, il y a quand même de la technologie après sûrement dans l'approche des jus, mais on est vraiment dans la créativité pour la créativité. Tout à fait, dans l'intuition, dans la création et dans la transmission, puisqu'on parle à l'instant de ces jeunes filles et de leur maman. Comment vous faites, Christine? Vous les regardez, vous les ressentez, vous les baladez dans la rue, vous regardez vos nièces, les filles de copines, comment on fait? En fait, je les regarde effectivement vivre dans la rue, ces jeunes filles. Je les vois, elles sont souvent en bande, elles sont souvent entre elles. Il y a une générosité dans l'attitude de ces jeunes filles. Et puis, j'en ai autour de moi. Donc, les exemples, effectivement, je les vois dans la vraie vie. Et je trouve qu'elles sont extrêmement inspirantes. Corinne, en quoi est-ce que ce prix-là est important pour une déclinaison ? Alors, c'est important parce que, justement, vous dites le mot déclinaison et nous, on le reçoit comme un prix qui récompense une création à part entière. Quand on distingue une déclinaison, c'est souvent parce qu'elle est aussi forte que la signature originelle. Parfois même, dans l'histoire de la parfumerie, vous avez des déclinaisons qui dépassent le parfum d'origine. Donc, pour nous, c'est une très belle distinction, très belle récompense. Eh bien, merci beaucoup pour ce petit éclairage, ce moment, pour ces jeunes filles, j'allais dire, en fleurs, c'est l'allusion avec en pivoine. Mais surtout en pivoine, notamment. Exactement. Merci. Généreuse. Bravo encore à ce Twilly et cette inspiration gingembre. Et nous, maintenant, on continue notre chemin. Et voilà, et comme il sera bon de sentir son homme H24. Alors, H24. Alors déjà, le nom, le mot, livrez-nous un peu, parce qu'on parle de lancement, donc pour pouvoir en parler, c'est un parti pris un peu particulier. Alors vous avez dit H comme 24 heures, évidemment on espère que ce parfum, notre homme contemporain, ne le lâchera pas, mais c'est surtout H comme Hermès, c'est H comme humain, c'est H comme les heures d'un cycle quotidien. Et c'est le parfum d'un homme contemporain, pensé par Hermès, inspiré par le travail de Véronique Nichanian et créé par Christine Nagel. Christine, pour penser cet homme contemporain, vous avez eu quoi en tête sur la base de cette idée de Véronique? Alors, lorsque j'ai vu le travail de Véronique, pour moi, c'est un homme en mouvement, c'était un homme tout en fluidité. Et j'avais vraiment envie de retrouver cette fluidité olfactivement. Et le végétal, pour moi, est venu très immédiatement. C'était tout de suite l'idée du végétal et cette idée de clarté, de fluidité et en même temps d'empreinte. Et qu'est-ce qu'il y a d'étonnant du coup dans cet homme-là, dans l'ingrédient végétal? Est-ce que c'est du côté de la sauge, c'est du côté de quoi? Alors, ce qui est étonnant, je pense, et nouveau, c'est d'abord de choisir vraiment le végétal comme support. Il est vrai que la plupart des parfums masculins sont des notes boisées. Le végétal, c'est quelque chose de beaucoup plus fragile. Et je crois que ce qui est étonnant, c'est que de la tête au fond du parfum, la note végétale est toujours présente, bien sûr, par l'utilisation de cette sauge, mais aussi du narcisse, du bois de rose et à la fin du sclérène, qui est une matière de synthèse très particulière, mais qui donne vraiment une tenue et un sillage particulier à ce parfum. Particularité aussi dans ce mix, comme on dit beaucoup pendant tous ces prix, mais puisqu'il s'agit de parler de lancement, c'est un homme responsable.
évidemment, et même éco-responsable, puisque tout dans la conception de ce parfum, depuis les débuts du projet, a été pensé avec cette responsabilité par rapport à l'environnement. Le flacon est en verre, l'aluminium est bien sûr recyclable comme le verre, jusqu'à l'étui qui est fait en papier 100% recyclé et évidemment recyclable. Globalement, contente? Très heureuse. Il y a le sourire à tout le monde. Très heureuse. Très heureuse parce que ce prix récompense vraiment la liberté de création. Très joli mot. Soyons libres, H24. Et c'est un prix qui est décerné par des professionnels qui ont cette responsabilité finalement non seulement de révéler la création, mais aussi d'aiguiser la sensibilité. Et à ce titre, ça nous touche particulièrement parce que c'est un parfum extrêmement audacieux. Merci beaucoup pour vos mots, merci pour votre présence qui nous a illuminés ces quelques minutes. Et nous, on va continuer notre aventure pour le meilleur lancement d'un parfum féminin. Et voilà ce prix décerné par les professionnels pour le meilleur lancement féminin. Et I spray good and I feel good. Waouh, ce girl de Rochas. Quelle promesse tenue. Bravo, mesdames, d'être venues en trio. Très contente, j'espère, j'imagine. Ouais, oui, il y a une petite réaction. Donc, ouf, ça va. Fragrance Foundation Award, yes. Victoria Rongier, merci beaucoup d'être là. Vous êtes bien sûr la directrice marketing pour la Maison Rochas. Vous allez nous expliquer un petit peu de cette destinée. Anne Flippo, merci d'être là. Encore un succès, oserais-je dire. Parfumeur pour la Maison IFF. Judith Gross, merci de vous être aussi déplacée pour nous raconter quelques axes intéressants de la Maison de composition IFF. Parce que Victoria, cette girl, cette jeune femme du 21e siècle, comment une maison comme la Maison Rochas, que dans ma génération, on pouvait un petit peu déjà connaître, vous la vouliez? Alors justement, on se voulait beaucoup plus novateur, précurseur, être au plus près de cette nouvelle cliente aujourd'hui qui est en quête de beau et de bien et qui a une démarche beaucoup plus éco-responsable et environnementale qu'elle ne l'avait précédemment. Donc on a voulu être précurseur sur ce domaine-là parce que l'industrie du luxe devrait être précurseur sur cette dimension plus éco-responsable. Donc ça veut dire que nous, on s'adresse à cette cliente avec un produit à la fois en termes de design, mais aussi en termes de parfum et fragrance dont on va parler. Et ce qu'on entend là, Judith Gross, c'est la notion de fonctionnalité importante pour ces jeunes femmes. Et c'est là que vous pouvez intervenir parce que c'est l'un des axes que la Maison IFF porte avec le rattachement au laboratoire Monique Rémy, LMR. Elle travaille sur des ingrédients qui ont une naturalité, qui ont aussi beaucoup de fonctions, une fonctionnalité. Tout à fait. En fait, il y a deux axes dans ce parfum. D'abord, il y a plein de façons de faire de l'éco-responsable. Et ce qui était très intéressant dans ce brief de Victoria et de la Maison Rochas, c'est de nous poser la question de comment faire un parfum qui va avoir cette éco-responsabilité. Alors, il y a bien sûr du naturel, avec 90% du parfum créé par Anne qui est composé d'ingrédients d'origine naturelle, et la maison LMR qui porte comme projet depuis sa création en 1983 d'être un partenaire équitable, fair, avec l'ensemble des partenaires de la chaîne, avec l'ensemble des producteurs, et de fonctionner de façon éco-responsable aussi dans son impact environnemental. Et puis il y a tout le côté feel good pour lequel il faut avoir des outils qui permettent de façon scientifique et pas seulement de façon empirique, comme c'est fait depuis des millénaires finalement, donc de façon scientifique, de mesurer l'impact feel good des ingrédients que Anne va utiliser. Et pour ça, il y a un produit star qui est le produit fétiche de Anne, et c'est le Neroli. Alors vous la regardez comme ça un petit peu, parce qu'on sent que les contraintes s'accumulent. Éco-responsabilité dans le sourcing, substrat scientifique pour valider qui fait du bien vraiment. Comment vous vous sentez, vous, parfumeur, quand vous avez toutes ces contraintes? Super. Super, sans problème. Ça pose pas de problème. Je pense qu'on est habitué, les règles du jeu peuvent changer, on s'adapte. Mais là, c'est vrai que le challenge était vraiment très intéressant et je m'y suis engouffrée avec beaucoup de plaisir. Et avec un Neroli. Exactement. Alors le Neroli, c'est l'essence qui est obtenue à partir de la fleur d'oranger et c'est une matière première que j'affectionne et qui, je pense, fonctionnait très bien dans cet esprit feel good en plus. Et l'intelligence artificielle et les neurosciences nous ont prouvé chez IFF qu'elle avait des vertus relaxantes.
Donc absolument pas du tout rebuté. Ah non, pas du tout, au contraire. Au contraire. Ouais. Non, je pense que... Stimulé. Exactement, stimulé. Très beau projet. Couronné par un prix. Exactement. Et par les professionnels. Et voilà. Je crois qu'on va se revoir. Voilà, je n'en dis pas plus. On va nous continuer nos prix. On va s'intéresser maintenant à la famille des parfums de niche. Merci encore à vous trois d'avoir été avec nous. Et c'est l'avantage quand tout est intégré dans la même maison. Ils sont là tous les deux pour leur maison. Ariane de Rothschild pour la maison Caron, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Jean-Jacques, le parfumeur de la maison, merci aussi à vous. Alors j'imagine assez fier et content de recevoir encore un prix de la Fragrance Foundation. Là, c'est pour Poivre Sacré. Oui, je suis très émue qu'on reçoive ce prix. Parce que je pense que comme toute maison de parfum, tout parfumeur, c'est une immense reconnaissance. Et je pense que c'est très important pour la maison Caron, parce que c'est une maison qu'on a repris récemment. Et recevoir un prix 4 ans plus tard, c'est quand même voilà. Très en 4 ans, moi c'est déjà la deuxième fois que je vous vois pour les prix de la fragrance. Ça fait que 2 fois qu'on concourt. Ouais. Voilà, et en plus à chaque fois, bingo. Donc ce poivre sacré, vous le vouliez comment? D'abord, vous en parlez beaucoup entre vous deux? Oui, énormément. Oui, on fait tous les parfums ensemble. Donc on voulait travailler sur l'ingrédient poivre, parce que poivre c'est un ingrédient qui est très important dans la maison. Il y a eu un parfum qui s'appelait poivre en 1954. Il y a Parfum Sacré qui est une rose poivrée avec 6% de poivre noir. Donc on voulait vraiment retravailler cet ingrédient, en faire un ingrédient subversif, un poivre mythique, quoi. Donc j'ai travaillé un poivre en sang, une dualité poivre en sang. Et puis on a poussé le bouchon le plus loin possible, j'ai envie de dire, avec Ariane. Et on voulait toujours aller plus loin dans la puissance, dans le côté subversif et révolutionnaire. C'est un peu le défi avec la maison Caron, c'est qu'à la fois il y a un ADN qui existait et puis en même temps il faut le revisiter. ADN de ce poivre, vous l'avez cité, ADN de l'art déco que vous citez volontiers pour dire que la maison est attachée. Et en même temps, c'est pas un copier-coller. Non, absolument. Et je pense que c'est un très grand défi pour la marque Caron de se réinventer tout en respectant son ADN et en étant plus moderne. C'est trouver le juste équilibre. On le sent dans ce jeu d'emboîtement. Là, on a des tailles de flacons en fait différents, un look toujours très inspiré, on pourrait dire années 30, art déco, et en même temps beaucoup de modernité. Exactement, parce que je pense que, encore une fois, le défi de Caron, c'est d'être inscrit dans l'art déco tout en lui apportant cette modernité du jeu. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup regardé les flacons anciens, il y a beaucoup de clins d'œil, il y a beaucoup de jeu, il y a beaucoup de féminité. Et c'était une façon d'apporter le jeu en faisant des tours de parfum, un côté architectural et un côté, une liberté de pouvoir le travailler à toutes les hauteurs, toutes les couleurs qu'on veut créer. Eh bien voilà, il n'y a plus qu'à maintenant jouer au jeu des tours. Tenez, je vais les remettre un petit peu à l'endroit pour qu'on profite bien de ces looks. Franchement, merci énormément d'amener de la beauté comme ça dans nos salles de bain et à notre nez, à nos nez. Nous, on va continuer notre aventure et découvrir ce qu'il en est quant à un prix qui va décerner le parfum pour une marque affiliée. Parfum de niche, bien sûr. Blanche Bête qui est saluée par les experts. Blanche Bête comme un titre de conte onirique que vous nous racontez, Philippe Dimeo, cofondateur de Liquide Imaginaire. Merci beaucoup d'être là. Louise Turner pour la maison d'ici, la maison Givaudan. Merci beaucoup aussi de nous donner un peu de votre temps. Je voudrais vous montrer quand même, parce que c'est l'apanage aussi des parfums de niche. Voilà dans quoi on est embarqué avec Blanche Bête, un pochon, une boîte écrin. Ça se regarde un peu comme un livre, le capot qui devient piédestal pour ce flacon aux allures d'albâtre. C'est tout un conte, c'est toute une histoire que vous contez à votre parfumeur quand vous voyez. Oui, c'est vraiment le point de départ, c'est l'histoire qui est écrite dès le départ et que l'on retrouve évidemment après de façon olfactive avec le travail avec Louise, mais qu'on retrouve après adressée aux consommateurs évidemment. Mais oui, c'est une histoire, et là en l'occurrence c'est l'histoire de la licorne que Louise a parfaitement interprétée en parfum. Une licorne, dans quelle situation? Donc, pas la petite licorne naïve qu'on connaît, c'est une licorne très animale, très blanche, avec une corne évidemment
sacrée puisqu'elle purifie, elle est connue pour purifier les eaux et retirer les poisons, mais voilà, c'est cette licorne qu'on ne peut attraper qu'en présence d'une jeune fille dans un jardin de fleurs blanches au cœur pur. Donc c'est toute cette innocence, cette blancheur qui a été interprétée en parfum. Je passe la parole à Louise. Comment ça fonctionne chez vous, du coup, Louise? Il vous raconte des histoires et ça s'allume ensuite chez vous? C'est vraiment ça. Je pense que c'est vraiment un travail à quatre mains. Donc, je pense que moi, je suis le parfumeur, mais c'est toi qui imagines l'histoire et c'est moi qui le réécris un peu au travers d'un parfum. Et c'est quelque chose qui est très stimulant pour un parfumeur. Donc, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'images, donc beaucoup d'idées. Et ça évite que je me referme sur moi-même. Donc, je pense que c'est quelque chose de vraiment essentiel. Et pour mettre en mots Blanche-Bête, alors, des fleurs blanches, comment on fait? Le lacté, comment on fait? La licorne, comment on fait? C'était vraiment l'idée de la pétale blanche épaisse, qui fait une petite idée de la tuberose, sans être vraiment tuberose, posée sur un musc très sensuel et un peu vanillé, et transposée par une touche de mystical qui note un peu ensemble, mais je pense que ça apporte un tout petit peu de magie. Oui, donc, la marque est très mystique, donc ce captif dedans ne pouvait pas tomber mieux. Donc, en fait, c'est grâce à Philippe qu'elle est dedans. Donc, très mystique et salué d'un prix. C'est le premier pour vous. Ouais. Évidemment, ça fait plaisir. Ça rend un peu ému quand même. Hein. Oui, c'est très touchant. Et puis surtout, c'est de le partager aussi. Justement, c'est cet échange qui est salué en fait par ce prix. Le parfum, c'est un dialogue, voilà. Le dialogue était là avec les experts. Merci beaucoup. Longue vie à Blanche-Bête et sa licorne et cette jeune fille. Et nous, on va découvrir un autre prix lié à une marque indépendante. Les experts dans la famille des parfums de niche se sont penchés sur cette petite marque indépendante. On accole souvent le mot petite, David Benedek, je le dis correctement? Tout à fait. Pour BDK, alors que c'est déjà sûrement une grande petite maison. Merci beaucoup d'être là. Alexandra Carlin, merci beaucoup aussi pour la maison Symrise. Vous êtes là parce que voilà, une variation Velvet Tonka. Racontez-nous, entre Velvet et Tonka, comment ça s'est passé entre vous? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé au départ par un accord simple, comme souvent en fait, qui doit déclencher une émotion. Et donc David, je le rencontre et il me parle de son envie de peut-être faire un petit clin d'œil à ses origines marocaines pour sa prochaine création. Et peu de temps après, je lui présente un accord corne de gazelle, au risque de paraître un peu galvaudé ou attendu. Et puis là, je pense qu'il y a vraiment eu cet effet ratatouille, Madeleine de Proust. Et donc, on a décidé de partir là-dessus. David a une collection qui s'appelle la collection Matière. Et donc très vite, on est parti sur la fève tonka qui a justement des ponts avec la corne de gazelle, de par sa facette amandée, sa facette vanillée, baumée, mielée aussi également. Donc voilà, ça s'est construit comme ça pendant, je sais pas, une bonne année de coups de fil quotidiens, journaliers. À voir vos regards, on sent que voilà, pour vous, en tant que fondateur d'une marque, il faut qu'il y ait ce secret, ce lien avec vos parfumeurs, cette discussion presque ininterrompue? Tout à fait. Pour moi, c'est très important d'être vraiment au plus près du parfumeur. Je pense que c'est comme ça qu'on arrive à créer quelque chose de beau et de vrai. La relation que j'ai nouée avec Alexandra, elle s'est faite au fil du temps, mais de façon très sincère. On a noué une très belle complicité. On a parlé beaucoup d'art, beaucoup de points en commun. Notre enfance, notre parcours, qui était semé de plein d'aventures, d'obstacles et tout ça. Puis aujourd'hui, je crois que moi, c'est mon premier, personnellement, Fifi. Pour moi aussi, oui. Voilà. Donc, ils sont tout émus, tout chose. Pour terminer, en quelques mots, quel est le moteur d'un parfumeur indépendant? Le moteur, c'est d'abord de jouer d'une grande liberté dans la création et de ne pas justement regarder ce qui se fait à côté, mais de suivre son instinct et de faire en sorte que le public adhère à nos idées. Quand on est reconnu comme on peut l'être avec cet award, on se dit qu'on a bien fait de suivre son instinct.
Et j'en suis très fier aujourd'hui. Et qu'il faut continuer. Tout à fait. Merci encore pour ce petit moment ensemble. Et puis voilà, et puis bravo déjà pour les 6 ans de BDK. Merci. Et longue vie à votre couple peut-être. Et nous, on continue. On va d'abord s'intéresser à vous. Que nous dites-vous quand on vous parle de parfum? Et puis ensuite, on va passer au prix décerné par le public. Alors aujourd'hui, je porte l'interdit de Givenchy. Et moi, je porte La vie est belle de Lancôme. Fico di Amalfi de Acqua di Parma. Black Laser de Tom Ford. Luna de Nina Ricci. Des parfums que vous ne connaissez pas, du Pérou. Le Si de Armani. Moi aussi. C'est jamais mais c'est pas mon parfum habituel normalement. Mais oui, je porte le Si de Armani. Je porte Marc Jacobs, Daisy. La Perla in Rosa de La Perla. Je porte un parfum de l'artisan parfumeur. Flower by Kenzo. Bois d'argent. Twilly de Hermès. C'est sauvage. Le prix, non, ça importe peu, c'est essentiellement beaucoup le nom et la fragrance après. Ce qui m'attire chez le parfum, je pense, c'est plus le design du flacon. Parce que, voilà, je sais pas, je suis peut-être plus au niveau des yeux attirée. I do like the packaging and then the fragrance itself, the most important bit. Ah bah ce qui me séduit, ça va être l'odeur. Hein. Ouais. Bah oui. C'est vraiment l'odeur, c'est particulier, en plus c'est très personnel. Donc moi j'ai bien mis 1 heure avec la vendeuse à choisir mon parfum. Donc non, c'est vraiment l'odeur qui est hyper importante. Le flacon pas mal, après c'est la fragrance forcément, faut que ça plaise quoi. Je vais pas acheter un parfum juste pour son flacon. Alors sa fragrance en premier et le flacon aussi. Le flacon ça joue beaucoup, hein, le design, moi j'aime beaucoup. J'accorde de l'importance à ça quand même. Franchement, moi, ça fragrance, direct. Mes habitudes d'achat concernant le parfum n'ont absolument pas changé avec le Covid. Je continue d'aller acheter en boutique et quand j'en ai plus. C'est sûr que pendant le confinement, on ne se parfumait pas forcément parce qu'on sortait pas. Donc c'est sûr qu'on en a tendance à moins en mettre. Enfin, moi, j'en mets moins. Après, voilà. I never wore it when I was at home. I saved it. Saved money as well. Je pense pas avoir fait la différence quand je me parfumais pendant le confinement. Sûrement moins pendant le confinement, mais sinon après, une fois que ça a été fini, autant qu'avant. Moi, Covid, pas de parfum, non. Même à la maison, moi je me parfumais le matin. Moi aussi. Depuis le Covid, non, moi j'ai pas du tout changé d'habitude au niveau des achats de parfums. C'est pareil pour moi, depuis le Covid, j'ai pas du tout changé mes habitudes. Non, pas nécessairement, non. Je m'en mettais même pendant la période de confinement. Effectivement, quand il y avait le Covid avec les masques, j'en ai moins mis de parfum. Parce qu'on pouvait plus sentir rien du tout avec les masques. Donc quelque part, voilà. Et ça allait un petit peu aussi avec l'ambiance, j'avais pas forcément envie de me parfumer. Non, ça a toujours été pareil. Même en confinement, comme on sortait pas, on se parfumait quand même, on se préparait, histoire voilà, de pas se c'est laisser ça, aller. c'est exactement ça. C'est super important. Des prix décernés par le public, c'est maintenant, ça fait une dizaine d'années que la Fragrance Foundation donne la parole au public. Anne-Sophie Touchet, comment ça se passe concrètement? Alors, au sein de la Fondation, nous avons une commission dédiée aux awards. Et au sein de cette commission, nous définissons un top 20 des meilleures ventes. Et ce top 20 est défini par le panel NPD, donc le panel NPD qui nous donne les meilleurs lancements sur l'année 2021 sur le marché français. Et on obtient des grandes catégories. Exactement. Lancement. Donc nous avons la première catégorie, donc le lancement, meilleure déclinaison et ensuite autres circuits. Et bien justement, on va commencer par découvrir pour qui le public a voté quand il s'agit de parfums qui se situent sur d'autres circuits que le circuit du parfum sélectif, bien sûr. Mais diable, c'est bien Demon in Love par Eugène qui a emporté ce prix décerné par le public. Alors par le public, c'est quand même un peu le Graal, hein, Loïc Buriet. Quand on a un prix du public, vous, directeur marketing d'Eugène, évidemment au sein de la grande maison L'Oréal, côté division grand public, on imagine qu'on est à ce moment-là assez content parce qu'on y pense au public de par chez vous. C'est un honneur et une opportunité finalement pour Eugène parce que la fierté pour Eugène qui est un parfum qui est destiné au grand public, recevoir un prix du public,
c'est finalement des potentiels consommateurs qui votent pour nous. La boucle est bouclée, donc au final, oui, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir. On va s'intéresser à cette petite bouteille qui vrille un petit peu l'essence et les papilles en élégance. Ensemble, dans quelques instants, je vous propose d'écouter quelqu'un qui est encore aux États-Unis en ce moment. C'est Laurent Guénec. Je regarde mes fiches parce que je veux bien vérifier qu'il est bien là-bas depuis la maison IFF. Et il va nous parler de la colonne, de la structure de ce Démon in Love. Tout d'abord, je suis très heureux et très fier d'être associé à ce prix. Le prix du public est la plus belle récompense pour un parfumeur et pour une marque. Ça veut dire que le projet a été réussi. Le projet, c'était de réinventer un classique de la marque Eau Jaune, qui était Démon. Démon était un parfum de séduction. Et en 20 ans, la séduction a beaucoup changé. Donc les codes ont changé et c'était assez amusant. Donc on a joué avec une note gourmande, qui est un mélange de noix de coco, caramel et café. Pour le côté féminin, on a joué avec du freesia et de la bergamote. Et pour le côté sophistiqué, le côté charnel du patchouli, de la tonka et du benjoin. Je voulais encore remercier la Fragrance Foundation, toutes les équipes impliquées dans cette création et les consommatrices. Merci. Voilà, on a compris de quoi il s'agissait. Loïc Burguet, du point de vue du mix, parce que c'est tout un lancement qui est salué, comment il se situe ce Démon in Love chez Eau Jaune? Alors, Démon in Love, c'est un hommage contemporain en fait, à un lancement qu'on a fait dans les années 90 qui s'appelait Démon, qui était le parfum de la séduction. Et l'objectif de ce parfum, c'était de lui rendre hommage avec une nouveauté dans l'incarnation, dans l'interprétation de la séduction, une séduction un peu plus connectée, plus à l'ère du temps avec les jeunes filles d'aujourd'hui. Ce qui est sympa, c'est que du coup, vous assumez le transgénérationnel, le fait que voilà, Eau Jaune a commencé avec celles qui sont maintenant les mamans. Ah bah, l'objectif, c'est les mamans ont aimé Démon, leurs filles vont aimer Démon in Love. C'est un peu une histoire transgénérationnelle. Et on l'assume totalement, et c'est ça aussi qui fait partie de cette marque patrimoniale avec Eau Jaune. Et puis il y a une vraie responsabilité. Eau Jaune, c'est parfois la première porte d'entrée dans le monde du parfum pour une jeune fille. Exactement. C'est la première porte d'entrée dans le parfum, c'est aussi une manière de s'assumer. L'objectif, la mission d'Eau Jaune, c'est d'accompagner les femmes dans l'expression de leur identité. Donc le plus jeune, on peut leur permettre d'avoir aussi ces parfums pour s'épanouir et gagner en identité, j'ai envie de dire. C'est un grand plaisir pour Jeune d'accompagner. Belle identité là, hein, qui est vrillée par toutes ces couleurs. Et bien voilà, bravo à vous. Je vous laisse repartir avec le Ward, le premier du genre pour cette histoire. Et nous, on va continuer avec un prix du public qui va saluer la meilleure déclinaison masculine. Et ils sont là, ceux par qui le scandale est arrivé. Ah bah, je suis journaliste, il fallait bien la faire quand même. Hein. Guillermo Osores, merci beaucoup d'être là. Bien sûr, vous présidez la destinée marketing de la maison Jean-Paul Gaultier. Déclinaison au masculin. Bah, c'est quand même un peu aussi grâce à vous. J'espère. Ah, quand même, nous sommes d'accord. Merci à vous aussi d'être là pour nous raconter ce mal on-board. On-board de quoi vous nous avez embarqué pour cette histoire. Le mal, déjà presque un quart de siècle, comme on dit. 25 ans. Qu'on continue à raconter des histoires autour des mâles. Et bon, c'est des histoires qui sont toujours attendues et avec une réponse du public qui reste exceptionnelle. Donc on a, je pense, plein d'autres histoires à raconter par la suite. C'est pas évident de se dire comment on continue l'aventure du mâle. Parce que première aventure, vous m'avez dit en préparant, bah, on est bien sûr sur la sensualité, on est sur la vanille. Donc pour cette co-création, parce que vous parlez pas mal, vous êtes allé vers quoi ? Bah là, ils m'ont dit une chose simple, Jean-Paul Gaultier largue les amarres, direction le Grand Bleu. Donc là, c'était vraiment très différent par rapport à la sensualité habituelle de Le Mâle et chez Jean-Paul Gaultier. Donc là, on a pu se permettre d'aller vers des choses beaucoup plus fraîches, presque aquatiques, croquantes, un peu marines. Et moi, j'ai une passion pour la violette, à tel point que j'ai une de mes filles qui s'appelle Violette. Et donc, j'adore travailler la violette, autour de la violette, son côté frais, comme ça, un peu croquant. Et donc, ça m'a été vraiment indispensable pour travailler cette note fraîche, marine, mais toujours avec des notes aromatiques et la sensualité nécessaire chez le mâle. C'est important l'échange entre vous deux. Vous tenez à ce que les équipes de création soient au courant de ce que vous voulez? Complètement. C'est vrai que depuis le début du projet, on échange presque une fois par semaine. Et les parfumeurs ils font partie entière du développement du produit jusqu'à
voilà, jusqu'à ces prix. Chez Jean-Paul Gaultier, en fait, ils nous tiennent au courant de tout, du début jusqu'à la fin. Donc on sait, on connaît la couleur du flacon, l'histoire, comment va être la pub, s'il y a une différence sur le capot, sur le pack. De nous nourrir, c'est vraiment important pour faire encore mieux. Donc content, manifestement, tous les deux. Voilà, bonne traversée au Mail, longue route à ce flacon qu'on connaît et qu'on redécouvre quand même à chaque fois, qu'on a en tout cas plaisir à saluer pour ce prix du public. Après la déclinaison masculine, eh bien logiquement on passe à la déclinaison féminine. Et ils sont venus à Troyes pour venir chercher ce prix du public. Claudia Marcocci, je l'ai bien dit, directrice générale de la marque, merci beaucoup. Kevin Séchaud, merci aussi à vous d'être là, directeur marketing parfum. François Demachy, maître, merci beaucoup d'être là. Si, j'aime bien le dire. Bien sûr, le parfumeur maison, pour parler de cette aventure qui est, on doit le dire Claudia, un appel aux jeunes, parler aux jeunes filles. Ah, c'est sûr. Miss Dior est le parfum de l'amour. C'est aussi le parfum fondateur de la maison, puisqu'il a été créé et imaginé par Monsieur Dior lui-même en 1947. Pour nous, la mission de tous nous, c'est de garder cette jeunesse éternelle et la donner exactement à les nouvelles clients des Dior dans le monde. La jeunesse éternelle, c'est pas mal comme promesse. Alors vous, c'est une rose, je ne sais pas si elle est éternelle, mais c'est une surprise de confinement. Je me suis laissé dire, chez Carole Biancalana, vous tombez amoureux de cette rose qui a un nom incroyable. Sweet Love. Voilà, donc ça matche bien. Prédestiné. Mais vous tombez vraiment, enfin, c'était vraiment quelque chose de différent un peu? Oui, parce que c'était, bon, les roses parfumées, il y en a énormément, mais celle-là, elle a un parfum extraordinaire, très rond, très voluptueux, assez fruité d'ailleurs, avec un côté abricot intéressant, et presque un peu pivoine, enfin, toutes les caractéristiques qui m'intéressaient. Et à partir desquels je suis parti pour faire le parfum. Quoi. Parce que dans quel état, quel ressenti on a quand on a cette proposition de retravailler sur quelque chose d'aussi iconique, Claudia l'a dit, 1947 Bon, j'allais dire que c'est un petit peu un challenge, dans la mesure où il faut, d'une part, respecter l'histoire et ne pas la trahir, et aussi un petit peu ne pas la subir, ne pas porter ça comme un fardeau. Il faut essayer de s'en éloigner un peu pour aller plus loin. Parce que l'intérêt, ce n'est pas de refaire ce qui a été fait. D'abord, ça serait très difficile. Et ensuite, il faut vraiment donner quelque chose de différent, quoi. C'était aussi le défi, Kevin, pour l'enveloppe, l'écrin, qu'on reconnaisse Miss Dior et qu'en même temps, ce soit un peu différent. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans Miss Dior, il y a des codes très forts, pareil, depuis ses origines en 1947, avec le pied de poule. Et puis ce nœud poignard qu'on a réinventé en travaillant avec un artisan français, Julien Faure, qui est rubanier depuis 5 générations. Et donc ça a nécessité plusieurs années de mise au point pour arriver à ce résultat dont on est très fier. Donc content de ce prix du public quand même? Très content. Très content. Très fier. Très fier, oui. Ouais. Là, ça parle au cœur. Oui. C'est une chose parfaite pour le parfum de l'amour. Parfaite pour le parfum de l'amour. Merci infiniment à vous trois. Et maintenant, on va s'intéresser à un autre prix, le prix du meilleur lancement masculin. Et pour cet autre prix du public, eh bien, il est encore là. Mais qui ça, il? Guillermo Suarez, bien sûr. Merci beaucoup d'être là pour la maison Jean-Paul Gaultier. Vous commencez à les collectionner, les prix du public, là. Hein. Quentin Biche, merci beaucoup d'avoir descendu quelques étages pour vous raconter cette aventure à Troyes. Parce que ça aussi, ça fait scandale, mais c'est la vérité. Une aventure à Troyes qui a commencé par, tout de suite, l'idée quand même assez dingue d'utiliser le même nom pour passer à la version pour hommes. Tout à fait. Ça, c'était le premier pari pour cette pendant masculin. Et finalement, c'est avéré un grand succès. Un pari réussi. D'autant plus content vous devez être alors que ce soit le prix du public. Et tout à fait. On est très fiers. On reçoit ces prix évidemment avec beaucoup d'humilité. Parce qu'il y a eu tous les autres projets, ils sont extrêmement forts à son tour. Mais
oui, il fallait le faire. Vous sentez une adhésion d'une jeune génération? Vous sentez quoi derrière cette histoire, derrière cette couronne? Alors, c'est vrai qu'après les mâles, venir installer une nouvelle masculinité au sein de Jean-Paul Gaultier, c'était quelque chose qu'il fallait oser. Et aujourd'hui, on a su mélanger cette coup des points, des forces et sensibilités qui s'est traduit dans une masculinité plus moderne et complémentaire, et qu'en effet, ils arrivent à toucher une nouvelle cible qui est toujours attirée par cette marque. Il fallait une femme quand même avec 2 hommes pour mettre un petit peu de scandale en bouteille. Vous vous y êtes mis à 3. Oui, 3 parfumeurs. On est parti d'une idée de départ d'un cuir carambar qui a séduit les équipes Gaultier. Et Christophe Reynaud et Nathalie Tchetto m'ont rejoint, et ensemble, tous les 3, on a travaillé ce jus pendant quelques années pour arriver à ce résultat final. Qui manifestement plaît énormément au public. Ça aussi, ça fait du bien aussi quand on est voilà, derrière son orque, ses touches, et qu'on se dit, voilà, là c'est le grand public qui a salué ce travail. C'est la plus belle récompense parce qu'on crée le parfum pour le public, et je pense que pour un parfumeur, c'est la plus belle récompense. Sentir son parfum, l'engouement pour son parfum, le sentir porté par des personnes qui en font leur parfum, qui se l'approprient. C'est la plus belle des récompenses. Et les 2 mots pour qualifier l'homme moderne, cette nouvelle masculinité, ce seraient lesquels? Le mâle, c'était ce marin ambigu et viril. Scandale, c'était l'univers du boxeur. Donc on est sur un autre archétype, mais très Gaultier. Je dirais sensuel et très plaisir, parce que c'était un parfum de plaisir et d'addiction, avec cette gourmandise jouée au masculin. Plaisir partagé que de vous entendre, messieurs. Merci beaucoup. Longue vie à Scandale pour hommes, longue vie au scandale au pluriel. Et nous, on continue pour découvrir le prix du public pour le meilleur lancement d'un parfum féminin. Girl de Rochas, le prix est certain pour le public, c'est bien le meilleur lancement 2021. Alors, comment vous interprétez cette adhésion comme ça du public à ce projet-là que vous avez porté? Justement, je pense qu'on a été quelque part novateur sur le marché, parce que Rochas est plutôt une maison presque centenaire aujourd'hui, et on a porté justement haut les couleurs de cette génération qui est à la recherche de quelque chose de plus véridique, avec quelque chose d'une authenticité qui leur est très importante. Donc ils sont en quête de beau et du bien, d'où notre slogan Spray Good, Feel Good, avec cette couleur qui est liée à la naturalité, ce vert amande, et puis avec toute une éco-conception de ce produit, tant en termes de design qu'en termes de fragrance aujourd'hui également. Vous parlez à ce public, hein, on lui parle en effet directement. On est dans une formulation très didactique parce qu'on revendique nos 90% d'ingrédients d'origine naturelle. On est sur un parfum vegan, c'était également important pour nous. Et puis sur la dimension purement industrielle du verre, par exemple, on est à 40% de verre recyclé, ce qu'on appelle aujourd'hui le verre issu des déchets ménagers. Anne Flippo, comment est-ce qu'on fait pour la femme d'aujourd'hui quelque chose qui sent bon? Alors, on choisit déjà un ingrédient qui sent très bon, qui est la fleur d'oranger, et en particulier le néroli. Et puis, pour ce projet, on se débrouille pour que ça soit un parfum joyeux, en fait, que ce soit un parfum qui soit très coloré et qui puisse faire plaisir quand on va le porter. Alors vous étiez aidé en quelque sorte par cette nouvelle approche, toutes ces technologies qui permettent de s'assurer d'avoir du feel good, d'être dans le bien-être. Donc ça veut dire que votre cahier des charges est très très contraint. Bon, il est contraint, mais bon, je savais que le néroli avait des vertus relaxantes et on s'entend bien en portant des notes orangées. Donc ça a été l'idée de départ. Après, il a suffi d'utiliser beaucoup d'ingrédients naturels et d'ingrédients renouvelables et se faire plaisir avec une formule maîtrisée et très colorée. Judith Gross, est-ce que vous pensez que ce public n'a pas été étranger au fait que quand vous écrivez, quand le parfum écrit Spray Good, Feel Good, et que c'est scientifiquement prouvé, c'est ça un peu la nouvelle tendance, et que vos maisons, comme votre maison de composition, sont capables de ça? Alors c'est effectivement très réjouissant en fait de voir que le luxe
et les maisons de composition comme IFF, on est capable de s'approprier cette envie de faire du bien à soi-même à travers toute la dimension bien-être qui est aujourd'hui chez IFF mesurée par l'intelligence artificielle et par les neurosciences, mais aussi de faire du bien à la planète et faire du bien à la planète de deux façons différentes, plus de façon empirique, on cultive ça comme ça depuis des générations par exemple, mais avec des ingénieurs agronomes qui vont sur le terrain, qui améliorent les filières, et puis aussi avec la chimie verte, il n'y a pas que le naturel qui peut faire du bien à la planète, il y a aussi la chimie verte avec les ingrédients d'origine naturelle qui vont aller utiliser des technologies, des techniques de chimie vertueuse. Voilà, tout un travail de coulisses en fait que vous représentez, mesdames, qui est salué par le grand public. Ce qui est assez rassurant quand même, hein, de voir que tout ce long travail de près de 2 ans, finalement, il l'emporte, quoi. Exactement. Merci beaucoup. Très belle collaboration avec la maison. Merci à vous. Je laisse repartir avec votre prix. Nous, on va s'intéresser à voir ce que vous dites, ce que vous pensez quand on vous parle de parfum. Tiens, micro-trottoir. Les parfums qu'il faut sentir au moins une fois dans sa vie, je dirais Sauvage, mais c'est parce que je l'aime bien. Mais sinon, les autres, non, je sais pas. Il faut sentir le Chanel numéro 5, évidemment, mais il faut sentir aussi les fragrances de chez Guerlain, qui sont pour moi des très très beaux parfums. Issey Miyake, l'Odyssée. Coco de chez Chanel, je trouve qu'ils sont très bons, mais tout le monde là, c'est un numéro 1 des ventes. Le Paco Rabanne peut-être. 1 million. Ouais, le 1 million, ouais. Celui-là, il a marqué toute une génération. Mainly the Marc Jacobs Daisy ones, I love. Mon numéro 9, par exemple, de l'artisan parfumeur. J'en avais un autre avant, c'est le... Alors, malheureusement, il n'existe plus, mais c'est le Nina Ricci, l'Extase. Il est incroyable. Moi, personnellement, c'est le Black Opium d'Yves Saint Laurent. Et moi, l'interdit de Givenchy, du coup, c'est celui qui me va le mieux. Ouais. Je pense que le parfum, c'est une industrie très élégante, mais qui a déjà touché pas son apogée, mais qui a, entre guillemets, tous ces codes qui sont déjà très instruits. Et j'aurais pas l'impression que d'ici 10, 20, 30 ans, il y ait des mouvements majeurs. Je pense qu'il va y avoir une petite accélération de la personnalisation du parfum qu'il y a déjà sur certaines boutiques, avec des parfums qui vont plus ressembler à notre personnalité. Mais sinon, j'ai pas l'impression qu'il y ait des gros changements à venir. Je pense que ça va tendre vers c'est déjà le cas, je pense, vers les parfums unisexes. À savoir des parfums qui se mettent autant qui conviennent autant aux hommes qu'aux femmes. Ça va être de plus en plus le cas, je pense. Un truc qui s'adapte plus à la personnalité de chacun. Ce serait sympa. Je me dis, que des trucs hyper génériques que tout le monde porte, un peu bizarre, quoi. Mais en soi, ça s'adapte, je veux dire, ça change. Je pense qu'il y a tellement d'odeurs de parfums, peut-être plus, je sais pas, mais ils vont peut-être plus se centrer sur la personnalité de la personne, peut-être créer des parfums qui se rapprochent de la personnalité les caractères, la personnalité, etc. Je sais pas après, mais ça doit être pas mal. Ils vont peut-être faire quelque chose un peu plus subtil. En tout cas, dans ce que je cherche, je n'aime pas aller vers les parfums standardisés. Donc probablement, oui, des parfums peut-être plus personnalisés. Certainement, ouais, des choses comme ça. Ouais. En tout cas, c'est ce qui me parlerait le plus. « 30 ans de passion pour le parfum, ça méritait un prix spécial. Le conseil d'administration de la Fragrance Foundation s'est donc réuni pour décider qui serait l'heureux élu. Angel de Thierry Mugler. Sandrine Grelier, merci beaucoup d'être là. Présidente mode parfum de la marque Thierry Mugler. Bien évidemment, très contente et je pense une pointe d'émotion parce que voilà, l'année est quand même assez spéciale puisqu'il y a le départ de M. Mugler. Oui, bonjour Laurence. Oui, en effet, beaucoup d'émotions et merci pour ce prix qui est très très important pour nous. Une année importante, 30 ans d'Angel, 30 ans de création de parfum et aussi bien évidemment le départ de M. Mugler au mois de janvier. Donc oui, pour nous, ça a été avec beaucoup d'émotions que l'ensemble de l'équipe a reçu ce prix. Alors on ne cessera de le penser et de le dire parce qu'il faut le dire, cette histoire d'Angel est quand même assez extraordinaire. C'est une vraie bombe à l'époque qui débarque dans un univers, il faut le rappeler, qui était comment? Alors c'est un ovni effectivement, puisque l'univers olfactif de l'époque était un univers très inspiré des États-Unis, le clean, le propre, le frais. Donc dans les années 90, Angel arrive, 1992, septembre 92, Angel est incompris.
C'est une énorme rupture olfactive avec cette odeur inspirée, je dirais, de la gourmandise, mais en même temps des parfums ambrés, classiques. La volonté de M. Mugler, c'était de faire un très très grand parfum qui soit une icône et qui puisse perdurer dans le temps. Il faut saluer que derrière, il y a quand même une équipe, ou à côté, il y a une équipe assez conséquente qui a marqué aussi. Alors c'était une petite équipe, mais néanmoins une équipe avec des talents multiples. Bien évidemment, d'abord Vera Struby, que je tiens à saluer aujourd'hui, qui a été la présidente de la marque Mugler, qui a inventé aux côtés de M. Mugler cette idée olfactive, mais aussi l'ensemble du concept. Et également Olivier Cresp, le parfumeur, accompagné d'Yves de Chiris de la société Quest, qui ont inventé, imaginé cette rupture olfactive. Ce que je pense que ce prix salue aussi, c'est ce qui s'est passé autour, la relation aux femmes qui sont tombées amoureuses d'Angel. Alors oui, je vous remercie vraiment de saluer ça, parce qu'au-delà d'une rupture olfactive dont on parle beaucoup quand on parle d'Angel, un parfum extrêmement segmentant, on adore ou on déteste, à côté de ça, il y a aussi cette rupture dans l'univers de la relation consommateur. Avant même les réseaux sociaux, la marque Mugler, à travers de Vera Struby, a imaginé cette idée de marketing relationnel, de relation avec les consommateurs très particulière au travers du cercle Mugler, qui est une aventure fantastique. Alors bien sûr, il y a cette anecdote du flacon qui est tellement difficile à faire qu'il faut aller jusqu'à la recherche, donc qui invente avant l'heure le développement responsable pour un parfum. Au sens large, et pour parler aussi un petit peu d'avenir, vous, Sandrine Grelier, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne? En quoi ce prix salue quelque chose de vraiment très original du point de vue entrepreneurial? Moi, je pense qu'il est important, c'est de comprendre que chez Mugler, et j'ai le plaisir d'être dans cette marque depuis 27 ans, puisque je suis rentrée en stage dans cette entreprise, c'est saluer l'état d'esprit des gens qui font cette marque, la volonté en fait de pousser toutes les portes, de ne pas avoir d'a priori, d'être sans cesse dans la rupture. C'est ce que j'appelle le Day One Mindset. Chaque jour, on pense comme si c'était vraiment la création de l'entreprise, comme si on ne portait pas cet héritage, on en était libre, libre de réinventer, de tout se permettre, de tester. Et c'est ce qui fait aussi que la marque Mugler a été précurseur dans beaucoup de domaines, avec beaucoup de succès, mais aussi parfois avec des échecs, qu'il a fallu du temps pour installer, je pense que c'est important de le dire, installer Angel, installer Eliane, et des parfums qui ont été précurseurs avec la Cologne, par exemple, qui a renouvelé, réouvert la voie des colognes, qui a été un succès d'estime, mais pas forcément un succès commercial. Et bien évidemment, je pourrais citer Womanity, Aura et d'autres parfums. Donc c'est cet état d'esprit des gens qui sont dans l'entreprise qui fait aussi cette différence, et bien évidemment Manfred qui a été à nos côtés jusqu'en janvier. Merci beaucoup. C'est sur cet état d'esprit dynamisant qu'on va terminer cette cérémonie digitale. On se retrouve tout de suite pour une petite conclusion avec bien sûr le président de la Fragrance Foundation. Et bien voilà, c'est terminé. Ils repartent tous avec leur trophée, très joli trophée d'ailleurs. Le mot de conclusion, Philippe, Anne-Sophie? Eh bien, la parfumerie est un milieu où règne l'émotion et où le métier rime avec passion. Joli. Et moi, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui pour recevoir leur prix. C'était un plaisir, soit de les rencontrer ou tout simplement de les revoir. Donc bravo à eux et vivement l'année prochaine. Déjà impatiente. Quant à moi, je ne peux que vous conseiller, entre autres outils, n'est-ce pas Philippe, d'utiliser tout ce qu'il est possible pour sentir, ressentir des touches, des mouillettes, des tablettes, des petits appareils qui sentent. Mais bref, plongez-vous dans toutes ces histoires et toute cette émotion. Merci encore à tous, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la Maison Givaudan de nous avoir accueillis avec tout ce tremblement de tournage et d'équipe. Merci à l'équipe du réalisateur Fabrice Alouche qui nous a suivis pendant ces 2 jours, mais on y est arrivé. Bravo encore à tous les lauréats. À bientôt.